Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Chou Le Béchu, photographe professionnel. Bonjour Tristan. Bonjour Armelle, bonjour à tous. Bon, je suis obligée de te poser cette question, pourquoi Chou ? Ah c'est marrant, en fait c'est resté, mon nom administratif c'est Le Béchu, mais il se trouve que tout le monde autour de moi s'est mis à m'appeler Chu, c'était plus court, je pense c'est plus facile, et c'est resté, c'est mon nom d'artiste. Du coup, parfois, les gens s'attendent à voir un Asiatique, et non, c'est un Breton. Alors, dans ton enfance bretonne, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière ? J'avais un père qui était photographe amateur éclairé, c'est-à-dire qu'il prenait beaucoup de photos. Je me rappelle de scènes où on s'arrête, je vais prendre une photo, et tout le monde en avait marre dans la famille, mais je pense que ça a pavé un peu le chemin. Et ce qui a été déclencheur, c'est à la fin de mes études, j'ai voulu faire une saison de ski, et je me suis dit il faut que je documente un peu nos exploits pour garder des souvenirs. Et à l'époque, je me rappelle, j'ai commencé avec des appareils photo jetables. Tu sais, tu tournais la molette et clic-clac, quoi. Donc ça, c'était mon premier contact réel avec la photo, et ça. Et puis, en fait, mon premier job, j'ai travaillé pour un fabricant d'imprimantes, et c'est le moment où le numérique a débarqué. Donc, je pouvais imprimer tout ce que je voulais, et je me rappelle, à l'époque, il y avait un appareil photo au bureau, c'était un Kodak de millions de pixels, et je le prenais avec moi, parce que tous les week-ends, je partais rider autant que je pouvais, et je faisais des photos avec ça, que j'ai imprimé, puis que je ramenais ensuite à mes compères de saison. Et c'est comme ça vraiment que ça a démarré pour moi, c'est le numérique où j'ai trouvé vraiment, c'était absolument génial tout ce qu'on pouvait faire avec, et c'est de là que c'est parti. Alors ok, tu dis que c'est de là que c'est parti, mais comment on commence une carrière professionnelle d'artiste, parce que ça reste un métier d'artiste, dans le milieu de l'outdoor en montagne ? C'est vraiment une histoire d'affinité personnelle, et je pense aussi de tête brûlée, c'est que j'ai pas trop réfléchi à l'époque. J'ai pas du tout un background au niveau études là-dedans, j'ai un bac plus 5 en gestion. Mais en fait, c'est la passion qui est devenue une profession, c'est vraiment ça en fait, ça a commencé à vraiment occuper beaucoup de mes temps libres de faire des photos, j'adorais ça. Et puis j'ai pas tellement réfléchi, je me suis dit tiens, ça me plaît vraiment bien, j'ai envie d'essayer ça. Et ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, à l'époque, j'avais commencé en faisant des photos panoramiques par assemblage, et donc naturellement, je prenais un peu les montagnes et les paysages autour de moi. Et j'avais été présenter ça à mes stations habituelles, puisque j'ai la chance d'avoir appris à skier du côté de Tignes. Donc j'ai été montrer cette brochure que j'avais faite, ce recueil de photographies panoramiques, qui, j'en ai très honte si j'y pense maintenant, ce que c'était à l'époque, mais je l'ai montré à Tignes et à Val d'Isère, et il se trouve que Val d'Isère, c'était bien avant les réseaux sociaux, se sont dit tiens, on va faire une brochure panoramique, et ils se sont rappelés de moi. J'étais pas encore pro, mais ils m'ont contacté et ils m'ont confié la brochure. Alors à l'époque, c'était un gros truc, parce qu'il y avait pas encore la brochure d'une station, c'était quelque chose de prestigieux, si tu veux, c'était vraiment... Et puis que ça soit Val d'Isère, qui est une station justement prestigieuse, je me suis dit génial, s'il y a des gens qui sont prêts à me faire confiance, je me lance. Et c'est parti comme ça. Et heureusement que j'ai pas trop réfléchi, parce que je pense que si j'avais réfléchi à tout ce qui m'attendait, je l'aurais peut-être pas fait. Et peut-être que ce côté un peu tête brûlée a servi, parce que je suis parti tête baissée, et que j'ai réfléchi après. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter ton métier de photographe ? Parce qu'en fait, tout le monde croit savoir ce que c'est, mais en fait, on sait pas vraiment quelles sont les coulisses du métier. J'adore cette question parce que c'est vrai. C'est un métier fantastique, j'adore mon métier, ça fait 18 ans que je suis photographe pro. C'est un métier qui fait rêver beaucoup de gens, parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment le métier de rêve. Alors ouais, c'est un chouette métier,
Mais c'est vraiment, tu sais, l'histoire de l'iceberg. Il y a énormément que les gens se rendent pas compte. En fait, on est une armée à soi tout seul. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je sois bon en marketing pour pouvoir me vendre, parce que la terre entière fait des photos, personne t'a attendu. Et il y a beaucoup de gens avec beaucoup de talent. Tu dois aussi être un excellent commercial parce qu'il faut négocier. Tu dois aussi être un excellent gestionnaire et comptable parce qu'il faut absolument pouvoir gérer combien coûte tout et combien tu es capable de te vendre. Et ça, c'est vraiment un problème très difficile au début. J'ai beaucoup de questions de jeunes photographes, mais combien je peux facturer, combien ça coûte, quels sont les prix. Et donc tout ça, il faut que tu arrives à le comprendre. Puis ensuite, il faut aussi être bon dans ton métier. Et puis il faut aussi être un community manager, un content manager, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible de plus être sur les réseaux. Il faut être bon en égo, il faut être bon en relationnel. Bon, bref, il faut être bon un peu partout et tu peux évidemment pas être bon partout. Donc, il faut faire du mieux que tu peux. C'est une aventure extraordinaire, mais tu touches vraiment à beaucoup de différents aspects. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est tout le temps dehors en train de faire une photo. Et en fait, non, ça représente très peu de temps par rapport à l'ensemble de toutes les autres tâches qu'il y a, celles que je viens de décrire, mais très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut absolument garder un contact régulier et nourri avec tes clients et tes prospects. Il faut que tu sois organisé, on pêche beaucoup dans ce domaine-là, et moi le premier. Et puis bien sûr, il faut toujours continuer à explorer parce que la base absolue, c'est quand même de créer des images. Et si je parle vraiment de la pure partie image, t'as vraiment 3 grandes phases. T'as ce qu'on appelle la pré-production, donc tout ce qui se passe avant le shoot. Et ça peut être énorme en termes de temps, de rendez-vous, de discussion, de préparation. Parce que si on a la possibilité, c'est toujours bien d'aller repérer les lieux que tu vas photographier pour être prêt le jour J. Le jour J, c'est ce qu'on appelle nous la production, c'est donc la réalisation des images, selon le brief qui a été décidé, selon les idées que tu as en tête, avec les contraintes que peuvent comporter le métier. Donc particulièrement dans l'outdoor, c'est souvent qu'on veut d'une météo spécifique. Et enfin, tu as ce qui s'appelle la post-production, c'est tout ce qui se passe après le shoot, parce que ça s'arrête pas une fois que tu as rempli ta carte et que tu as rempli ton disque dur. Il faut trier, il faut ensuite éditer tes photos avec plusieurs étapes pour ensuite livrer un produit final à tes clients, quoi. Pour donner un ordre d'idée, en général, une journée de shoot, ça représente au minimum une journée sur l'ordi derrière. Et ça, je veux dire, c'est après 18 ans, entre guillemets, où je commence à avoir vraiment l'habitude et que je suis capable de passer de 5000 photos à 100 photos assez rapidement, quoi. Et tu dirais que, en fait, pour faire une photo, il faut combien de temps ? Oh, la question, j'ai pas de réponse. Alors là, ça dépend vraiment. C'est un métier, en fait, qui est extrêmement varié. Si tu veux, t'as plein de domaines dans la photographie. C'est-à-dire qu'un photographe de nourriture aura bien sûr des similitudes avec un portraitiste ou un photographe de montre ou même un photographe outdoor, parce qu'on a un appareil photo, mais c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même façon de faire des photos. Et c'est tout à fait possible d'ailleurs que quelqu'un soit très bon en portrait et puis pas bon du tout pour capturer l'action ou la nourriture ou des choses comme ça. C'est vraiment une question d'affinité aussi. Moi, pourquoi je suis dans l'outdoor, c'est vraiment une question de coup de cœur. Moi, je suis venu m'installer dans la région parce que j'adorais la montagne, j'adorais le snowboard et le ski. J'ai commencé à documenter nos exploits avec mes comparses de ride, et puis c'est resté. Et donc, j'allais dire naturellement, je me suis mis à photographier les trucs que j'aimais bien. Et c'est vrai que j'aime bien être dehors, c'est-à-dire que ça me déplaît pas du tout d'être en studio de temps en temps, mais je préfère nettement être dehors parce que c'est tout le temps différent. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier, c'est que j'ai horreur de la routine et c'est jamais la même chose. T'auras beau prévoir 3 journées sur la même thématique, ça sera jamais le même résultat. Et ça sera jamais non plus le même résultat selon le photographe, parce que je peux pas comparer à d'autres métiers, mais je dirais un chauffeur de bus, on va lui demander de respecter un horaire, d'aller d'un point A à un point B, bien sûr d'être avenant avec les gens, mais ta personnalité va quand même un peu moins, à mon avis, avoir un impact sur ta façon de travailler que dans ce milieu-là qu'est la photographie. C'est-à-dire que moi je suis plutôt extraverti, il y a des gens qui sont plutôt introvertis, donc ils vont pas forcément beaucoup échanger, beaucoup parler, mais tu vas voir le résultat, ça va être génial. Bon, moi, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, j'aime bien la relation dans la création d'images. Je dis toujours, c'est pas moi qui fais des images, c'est on fait des images ensemble. Et donc, j'ai peut-être un rôle un peu de chef d'orchestre, où je vais essayer d'aller guider un peu les énergies de tout le monde pour obtenir le résultat. Mais je vais vraiment appuyer là-dessus. Moi, je m'appuie sur le groupe, sur les gens avec qui je fais des photos, parce que au minimum, on est 2, c'est-à-dire la personne que je photographie et moi-même. Mais souvent, ça peut être beaucoup plus. Il y a des productions où on peut être 10, 20, 30 personnes pour faire les images. Tu t'es déjà essayé d'ailleurs à d'autres thèmes? Tu parlais de la gastronomie ou de portraits ou la mode. Alors complètement. Moi j'adore, en fait, je te disais, j'aime pas la routine. Moi ce que j'adore, c'est la variété de mon métier, et j'adore shooter des choses que j'ai pas forcément l'habitude. Parce que si tu shootes quelque chose que t'as l'habitude, t'es à 70%, j'allais dire, de ce que tu sais faire. Tu vas t'appuyer un peu sur, et c'est un réflexe humain classique, sur ce que tu connais, tu sais tel angle et tel angle vont marcher, etc. Tout ça, ton état de fatigue, de trucs. Tu peux pas être créatif tout le temps. En tout cas pas 8 heures par jour.
Donc tu auras tendance à te reposer sur ce que tu sais faire, ce qui veut pas dire que ça sera pas un bon résultat, mais j'aime bien ce challenge perpétuel d'apprendre, de découvrir, d'explorer. Donc j'adore justement aller piocher des idées, des techniques dans un domaine et les mettre dans un autre. Tu vois, un truc tout bête, par exemple. Moi, je suis ambassadeur pour une marque de flash et mon expertise avec les flashs. Alors, je shoote pas tout le temps avec des flashs. Je shoote beaucoup en lumière naturelle, mais j'aime bien aussi utiliser la lumière artificielle ou complémentaire. Et j'allais dire, apprendre à maîtriser ces lumières, je l'ai appris en faisant des photographies d'hôtel haut de gamme. Parce que là, dans ce domaine-là, c'est la perfection technique obligatoire. Tu peux pas avoir un léger flé de bouger, c'est pas grave parce que l'émotion est là. Non, t'as pas ça du tout. Tu dois vraiment avoir, ta photo doit être techniquement parfaite, elle doit être parfaitement nette et parfaitement éclairée. Et c'est très compliqué parfois parce que t'as plein de surfaces qui se réfléchissent, des baies vitrées, des fenêtres, etc. Donc positionner tes flashs pour pas que ça se voit, c'est un challenge intellectuel que j'adore. C'est pour ça que j'aime aussi ce métier. Il y a plein de raisons pour lesquelles. C'est que j'ai l'impression de faire des mots croisés perpétuels. T'es toujours en train de bouillonner au niveau du cerveau et de résoudre des problèmes. Et donc, la lumière, c'est vraiment ça, parce que c'est la base de la photographie. Il faut apprendre à la regarder, à la lire, à l'utiliser, quoi, à pas lutter contre, mais aller avec. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, de la compléter avec de la lumière artificielle. Et donc, j'allais dire, je me suis un peu perdu dans mon explication, mais j'ai appris à bien gérer ces flashs, dans ces shoots plutôt d'intérieur. Et après cette expertise-là, j'ai pu l'emmener sur des shoots dehors où là, tu subis la lumière, enfin tu fais avec et tu la sublimes, tu la complètes, tu joues avec. Et j'aurais tendance à dire, tu essayes toujours d'aller avec, faut pas lutter contre. Et donc j'aime bien ça, moi, aller piocher dans une discipline, l'emmener dans une autre, et puis s'inspirer du travail de quelqu'un, d'une idée que t'as vue, pour pas forcément la copier, mais parce qu'elle déclenche un process de réflexion où tu vas aller puiser dans ton sac de trucs et astuces, ton expérience et tout ça, pour aller créer quelque chose d'autre. Je pense pas qu'on crée souvent de rien, tu vois. C'est plutôt on part de quelque chose, c'est une idée qui grandit et qui après tu t'appropries, que tu modifies, etc. et t'en fais autre chose, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu exerces cet art à titre professionnel ? Ah, c'est une question vaste là. Il y a tellement de choses que j'aime bien là-dedans, et je parlais du fait que c'est un challenge intellectuel sans cesse renouvelé. Ça, j'aime bien. Ça nourrit ce besoin de faire fonctionner mon cerveau, quoi. Je pense que vraiment c'est l'humain. Moi, c'est la relation avec les gens. Tu vois, ça fait 18 ans que je fais ça. J'allais dire, moi, ce qui me fascinait au départ, c'était vraiment les photos de sport extrême. Je voulais documenter de la meilleure manière possible les exploits des gens avec qui je photographiais, que ce soit des champions du monde de telle ou telle discipline. Ma philosophie, ça a toujours été faut rendre justice à l'action de la meilleure manière possible, en la sublimant avec la lumière, le background, les compositions, etc. Et donc au départ, c'était vraiment ça qui me nourrissait, c'était cette volonté d'aller coucher les plus belles photos de sport extrême. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'adore vraiment dans le métier, ça évolue, c'est cette relation avec les gens. C'est cet échange permanent qu'il y a, ce travail d'équipe où en fait tu vas mettre les énergies de tout le monde en symbiose dans un but donné qui est de créer une image. C'est quelque chose de complètement futile et qui est en même temps absolument passionnant parce que tu vas mettre les compétences, les connaissances, les personnalités de tout le monde ensemble et puis tu vas résoudre des problèmes et essayer de créer quelque chose de sympa. Moi, je communique beaucoup en général, tu vois. Moi, c'est super important pour moi que la photo soit approuvée par l'athlète, si on parle de vraiment photographie outdoor, bien sûr par le client. J'aurais jamais satisfaction à une photo que l'athlète va pas aimer, tu vois. Typiquement, un skieur, s'il a pas son grab quand il fait du freestyle ou un truc comme ça, c'est-à-dire que son grab, c'est quand il attrape le ski dans une certaine position, lui, il va pas trouver ça beau. Toi, t'auras beau trouver j'ai super bien respecté ce que je voulais en composition, la lumière est magnifique. Si l'action n'est pas bonne, la photo, elle aura jamais crédit aux yeux de l'athlète et aux yeux du milieu, etc. Et donc, j'ai toujours eu ça à cœur de moi d'être sûr que on rend justice à l'action avant tout. Et ensuite, on la sublime du mieux qu'on peut avec tout le background photographique qu'on peut avoir développé, les techniques qui changent sans cesse. Ce que j'aime bien aussi dans la photographie, c'est qu'il y a des règles que t'apprends un peu et que t'apprends pour les oublier. Je vais comparer ça, peut-être, c'est un peu quand on t'apprend à conduire. Au départ, faut passer les vitesses, faut gérer l'embrayage. Et je sais pas, mais moi au tout début, je me rappelle, mais je galérais comme un malade. J'ai des souvenirs d'avoir galéré. Je me dis, mais ma grand-mère, elle va conduire, comment ça se fait? Puis au bout d'un moment, tu comprends le truc et t'y penses plus, tu vois, tu conduis, c'est complètement machinal, quoi. Et j'aime bien dans la photographie maîtriser suffisamment la technique pour l'oublier. Et c'est exactement cette question des vitesses, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ce qui est important pour moi, c'est comment je vais mettre mon sujet en valeur, l'interaction que je vais avoir avec le modèle, avec les modèles, avec les gens autour de moi, pour arriver au meilleur résultat possible. Est-ce que tu peux nous raconter quelques-unes des folles aventures, folles anecdotes que tu as vécues depuis le début de ta carrière? Ah, il y en a plein. Ça, c'est vrai que c'est un métier super intéressant pour ça, parce que c'est des successions d'aventures, c'est des successions de rencontres. Et puis, ce que je trouve toujours très marrant avec une photo, et je vais répondre à ta question, je te promets, c'est que la photo, t'as droit de vie et de mort dessus,
tant que tu l'as pas rendu public, tant que tu l'as pas livré. Après, elle vit sa vie, et il y a des fois, j'aimerais bien être une fourmi pour être là et voir comment les gens l'accueillent, comment ils réagissent avec, etc. Parce que moi, je connais toute l'histoire qu'il y a derrière. Je sais exactement tout ce qui s'est passé, les galères qu'on a pu avoir, etc. Les anecdotes, allez, j'en sortir quelques-unes. Alors, je vais parler par exemple d'un shoot que j'avais fait avec Kylian Jornet, le spécialiste du trail. Je me rappelle à l'époque, donc je le connaissais de réputation, il n'était pas encore la légende qu'il est maintenant, mais c'était quand même déjà un gros nom du milieu. Je le connaissais pas du tout, et je shootais avec une connaissance qu'on avait en commun, un autre athlète français, Sébastien Chéniaud, pour une marque où ils étaient tous les deux sponsorisés, une marque de produits énergétiques. Connaissant pas Kylian, ça se passait par son agent l'organisation du shooting. Puis la veille, pas de nouvelles de Kylian ni de l'agent, donc je demande à Sébastien s'il a le numéro de Kylian, je lui mets un message pour dire Kylian, on se connaît pas, je m'appelle Tristan, on doit shooter ensemble demain du côté du Verrier et du Mont Baron, qui sont les montagnes à côté du lac. Écoute, si tu peux pas, c'est pas grave, tu me diras, on recalera ça à un autre moment. Nous, en tout cas, on y sera avec Sébastien demain, 9h du matin, rendez-vous au Parc des Glaisins. À 9h du matin, il y avait Kylian, il y avait Sébastien, et Kylian me dit, écoute, j'étais en Espagne en boîte de nuit, j'ai vu ton texto à 1h du matin, j'ai pris un Red Bull et me voilà. Et alors là, j'étais complètement bluffé, tu vois, j'ai dit, mais c'est incroyable. Alors, je te dis, à mon avis, il l'a pas fait super longtemps ça, parce qu'après il a été ultra sollicité comme pas possible, mais j'étais complètement bluffé par déjà la démarche, l'humilité, j'avais jamais vu ça de personne, quoi. Et puis donc le monsieur, il avait évidemment pas dormi du tout depuis 36 ou 48 heures. Ils ont porté tous mes flashs, mon matériel, Sébastien et lui. Alors je rigolais en disant j'ai les Sherpas les plus talentueux de la planète. J'arrivais évidemment pas à les suivre malgré le fait qu'ils avaient beaucoup plus de kilos que moi. Et je leur disais mais arrêtez de courir. Ils disaient mais on court pas là, on marche. Je dis bon alors attendez-moi au coin là. Et puis j'ai fait une super journée de shoot avec eux, vraiment avec des super valeurs, des super partages et voilà, j'ai adoré si tu veux ce côté simple et humble de cette personne, et j'en ai d'autres, des anecdotes où j'ai pu shooter avec lui, des trucs comme ça. Il m'en faut plusieurs anecdotes. Donc il y avait celle-là, tu vois, moi ça m'a vraiment bluffé ce côté simple, humble et disponible de la personne. Le shoot qui m'a le plus marqué dans ma carrière, celui auquel je me dis est-ce que j'aurai un autre shoot comme ça un jour, je sais pas. En tout cas, j'ai eu la chance de l'avoir une fois dans ma carrière. Et alors en fait, c'est parti à l'époque quand je commençais à jouer avec des flashs. Moi, j'aime beaucoup le parapente, j'aime bien être en l'air, j'aime bien ce qui est aérien, et je m'étais dit tiens, ça a encore jamais été fait, ça serait sympa d'essayer de mettre un flash en l'air pour faire des photographies de parapente flashées. Sur le papier, ça a l'air excitant comme idée. En fait, c'est super compliqué. Parce qu'évidemment, tout se déplace, il faut le faire au coucher du soleil pour que ça soit beau, puis pour que le flash puisse avoir un peu de... Enfin bon, c'était très compliqué techniquement, et c'était super intéressant à essayer de résoudre ce challenge technique, où du coup, j'ai adoré, parce que ça, c'était vraiment un projet personnel, tu vois, personne m'avait commandé ça. Et les gens avec qui j'ai commencé à shooter, donc autour du lac d'Annecy, parce que c'est là que je vole beaucoup, et le projet m'a complètement échappé. J'avais tout un groupe de gens qui sont passionnés pour l'idée, et je me rappelle, il y a des fois, j'étais complètement crevé, ils disaient, alors eux, beaucoup, c'était des moniteurs de parapente. Et il disait on a fini la journée, là je pense que il pleut un peu mais ça va se dégager, il va y avoir un coucher de soleil, j'ai réservé la navette, on est 7 ou 8, allez on monte. Moi j'avais pas du tout envie, tu vois, mais je dis c'est une règle, athlète motivé égale souvent bonne photo, donc faut y aller. Donc j'ai adoré que effectivement le projet m'échappe parce qu'il nous a fallu beaucoup d'essais pour y arriver, et donc c'était fantastique d'arriver à sortir ces images que j'ai postées sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est un autre chapitre donc on pourra aborder, c'est un peu amour et haine, mais en tout cas j'ai commencé au départ des réseaux à shooter pour les réseaux parce que je trouve ça super intéressant d'avoir un feedback comme ça instantané. C'était bien avant que les algorithmes changent comme ils ont changé. Je trouvais ça passionnant, tu vois, dire moi cette photo me plaît, est-ce qu'elle va plaire aux gens, pourquoi, etc. Donc ça a vachement fait évoluer ma pratique et mon style, d'avoir ce feedback sur les photos. Et par chance cette photo elle a été repérée par la marque de flash Elinchrom pour lequel je suis ambassadeur lors d'aujourd'hui. Et ils sont pas loin, ils sont à Lausanne de l'autre côté du lac Léman. Ils m'ont dit écoute, on a trouvé ton travail, on aime beaucoup, on aimerait t'acheter une photo pour décorer nos locaux, et puis comme t'es à côté, peut-être on pourrait se rencontrer. Génial, tu vois, le matériel que j'ai acheté, que j'ai économisé patiemment pour pouvoir acheter après plusieurs années, parce que tout ça c'est un peu cher. Donc je rencontre ces gens, super histoire humaine, ça passe trop bien, le contact, ça fait plus de 10 ans, je pense qu'on travaille ensemble régulièrement. Et puis donc arrive un de leurs flashs qui est très attendu dans le milieu, et ils me disent Tristan, quelle idée tu pourrais avoir pour illustrer ce nouveau flash qu'on a mis du temps à sortir, que le milieu attend, et il nous faudra un truc un peu dingue, quoi. Et puis je leur fais part de ces photos flashées qu'eux avaient repérées. Je dis en fait on pourrait aller plus loin maintenant qu'on l'a déjà fait. Ce qu'il faudrait c'est aller shooter une wingsuit, un mec en chute libre, parce que ça c'est le plus compliqué qui existe à shooter. C'est vraiment si tu parles avec d'autres photographes outdoor, je pense que tout le monde tombera d'accord avec moi, c'est vraiment extrêmement compliqué parce que ça va très vite, parce que les rotations sont extrêmement longues.
tu auras pas beaucoup d'essais dans une journée. C'est vraiment un challenge terrible. Et je me dis, vu que c'est déjà un challenge de le faire en lumière naturelle, ça serait encore plus fantastique de le faire avec un flash. Et alors voilà comment on pourrait faire. Voilà les gens que je connais avec qui j'ai développé tout ça. Et alors là, génial. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit super, on va faire ça, c'est une bonne idée. C'est un truc de dingue. Et j'ai adoré qu'une marque se passionne comme ça et prenne un risque, parce que vraiment, ça avait jamais été fait, puis c'est compliqué. Et alors, à l'époque, on a été en Turquie, du coup, parce que c'était un spot qui s'y prêtait vraiment bien, parce que j'avais besoin de coucher de soleil, j'avais besoin de plein de contraintes. C'était compliqué, quoi. Et ils ont dit bingo, et on est parti 2 semaines en Turquie, et je me rappelle quand j'ai appelé tous ces potes avec qui j'avais développé ces premières photos que j'évoquais à l'instant. Je leur dis, les gars, on part en Turquie, tout le monde est payé, c'est génial, je suis super enthousiaste. Et c'est sans doute les photos que j'ai le plus adoré faire, et surtout cet état d'esprit absolument génial avec tous les gens auxquels j'ai totale confiance, qu'on puisse partager des moments comme ça. Donc c'était un projet personnel qui a donné lieu justement à me faire remarquer, à ce que je devienne ambassadeur pour cette marque, qui me confie une grosse campagne internationale où on a tous été payés, alors évidemment avec pression, stress, etc. Mais j'ai adoré la confiance du client, le fait que j'étais avec que des gens que je connaissais, que c'était viable économiquement aussi, tout ça. Et on a fait des photos qui pour moi sont parmi les plus extrêmes ou plus abouties, ou en tout cas les trucs où oui, je les regarde avec fierté celles-là, parce qu'on les a vraiment transpirées, et puis il y a pas grand-chose qui a été fait de même depuis. Et ce shoot magique, je sais pas si j'en aurai encore un comme ça, tu vois. Ah, mais tu sais pas. Si tu regardes ton parcours, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur et qu'est-ce que t'en retiens? Alors, de manière globale, c'est ce que je disais quand je décrivais le fait qu'on est une one-man army, une armée à soi tout seul, et qu'on doit forcément faire beaucoup de choses. On peut pas être bon partout. Bien sûr que ça serait bien, mais on l'est pas. Donc moi, j'allais dire ce sur quoi je vais pêcher, c'est l'organisation, la régularité, la rigueur, qui est absolument indispensable, je pense, dans ce métier comme dans beaucoup d'autres. Donc, j'allais dire... plus grosse erreur, ça a peut-être été de négliger certaines phases du métier qui sont super importantes, comme la prospection, comme t'es jamais arrivé. C'est vraiment un voyage. Quelle que soit ta réputation, ton nom, c'est absolument indispensable de rester en contact avec tout le monde, de montrer ton travail. J'allais dire, ouais, peut-être l'erreur, ça a été plus ça, mais finalement, c'est l'erreur qui correspond, je sais, à mon caractère. Je préfère faire les choses que j'aime que les choses que j'aime pas, comme beaucoup de gens, j'imagine. Mais comme je suis dans un métier entre guillemets créatif, j'aime bien m'abriter derrière ça. Et j'allais dire, la plus grosse erreur, tiens, j'ai une anecdote au point de vue d'un shooting aussi, si tu veux. Je me rappelle à l'époque, j'avais été pitché par North Face Europe. North Face, marque prestigieuse. À l'époque, en plus, toutes les campagnes étaient plutôt faites aux US. L'Europe était en plein développement, donc il y avait une véritable opportunité pour, j'allais dire, nouer une relation dans la durée avec une grosse marque dans l'outdoor, etc. Donc je dis, ouais, génial. Et première chose, premier job avec eux, c'était documenter un trail qui s'appelle le Lavaredo Ultra Trail dans les Dolomites, et je devais me concentrer principalement sur leurs 3 athlètes, qui évidemment étaient les meilleurs, donc ils étaient tous en tête. Le trail en question, il partait le soir à 10h, et il arrivait le lendemain matin à 7h du matin. Donc de nuit, tout le long. Et en fait, ça a été un cauchemar. C'était un cauchemar parce que tu peux pas t'appuyer sur les autres athlètes pour dire ça y est, ils arrivent, je vais être là, puisque c'était eux les premiers. Donc je me rappelle avoir pris ma voiture, crapahuté dans les montagnes, enfin on avait repéré tout ça, on avait repéré tous les lieux où on devait aller. Et puis j'arrivais à temps, et j'attendais, je n'avais aucun feedback de savoir quand ils arrivaient, j'avais raté ma photo, tu vois, boum, c'est pas grave, je cours, je recommence après. Et comme ça, une succession d'échecs où j'étais fatigué, ça marchait pas, j'avais essayé de mettre des flashs, ça déclenchait pas, ça marchait évidemment sur le gars d'après, mais pas eux. Et je me rappelle avoir passé la nuit à rater photo sur photo et avoir que les photos de l'arrivée, d'eux en train d'exulter, etc. Et je dis, oh là là, et alors, donc les gens de North Face très sympathiques m'ont dit, oui, on comprend, c'était compliqué, etc. Mais ils m'ont jamais rappelé derrière parce que j'ai pas raté les photos. Donc ouais, bel échec, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que le meilleur conseil que j'ai eu, ça va venir de mon éducation, de ma famille. Moi, j'étais très proche de mon grand-père, qui était quelqu'un qui avait des valeurs absolument magnifiques, et je pense qu'il me les a transmis. On en rigolait souvent en disant, mais regarde comment en 2 générations tout s'est dissipé, mais non, finalement, je pense que il m'a transmis beaucoup de choses. Et je pense que vraiment ce qu'il m'a transmis, c'est vraiment l'importance de traiter les autres avec bienveillance dans ta relation avec les gens. C'est important d'avoir des valeurs. Moi, dans la photographie, j'ai vraiment rencontré 1 milliard de personnalités, des gens très fantasques. J'ai aussi rencontré des gens complètement m'as-tu vu, et certains toxiques, et je m'en suis pas aperçu tout de suite. Et je pense que ce qui m'a permis en tout cas de continuer d'avancer, d'être droit dans mes bottes, c'est vraiment cette éducation, ce fait que il faut être droit dans ses valeurs, il faut respecter les autres et tu seras respecté de la même manière.
Mon grand-père, il venait de la terre. Je me rappelle à la fin de sa vie, il cultivait gentiment son jardin. Il avait eu un parcours professionnel absolument exceptionnel. Il avait dirigé des équipes monumentales, etc. Tu le voyais pas dans sa façon d'être avec les gens. Il était vraiment très humble, très gentil. Et ça a été une source d'inspiration pour moi. Parce que dans mon métier, c'est vraiment un métier où tu te connectes avec les gens. Tu sais, c'est vraiment important. Et là, je pense que pour le coup, ma personnalité plutôt communicante et un plus, c'est que j'ai pas le temps humain quand je suis sur un shoot commandité par quelqu'un pour me mettre bien avec les gens. Tu sais, c'est humain et c'est social, c'est naturel. Quand on se connaît pas du tout, même avec la meilleure volonté du monde, il faut un petit temps pour comprendre, pour comprendre qu'on est dans la même dynamique et qu'on est des alliés, quoi. Et ben, comme j'ai très peu de temps, moi, pour faire ça, parce que c'est des shoots à la journée, etc., ben, je vais très vite essayer de me connecter avec les gens, les comprendre, m'adapter à leur personnalité pour qu'on puisse communiquer de la meilleure des manières possibles pour obtenir le but recherché. Et je pense que le conseil qui m'a été transmis et qui, je pense, à l'heure d'aujourd'hui me caractérise, c'est vraiment cette bienveillance avec les autres. J'aime bien que les gens me traitent bien aussi, donc s'il faut les traiter bien, bah c'est comme etc. Et je l'ai entendu plusieurs fois, tu vois, sur les shoots où il y a des photographes qui sont un peu directifs, voire qui sont même des fois franchement mal polis. Le résultat pour être génial, moi je serais jamais à l'aise avec ces photos. Moi, il faut que ça soit vraiment une synergie, un travail d'équipe. Il faut qu'on ait transpiré ensemble dans la même direction. Et je vois pas du tout la raison pour crier sur les gens pour arriver à ce résultat. Je préfère au contraire que, tu vois, je communique et j'explique parce que je pense que si on se trompe, les gens comprennent et donc on peut recommencer. Et tu vois, ce qui me plaît le plus, c'est d'arriver effectivement à se connecter assez vite avec les gens pour que au moment, à la fin de la journée, tout le monde est fatigué, tout le monde est crevé, on en a marre, mais la lumière elle défonce, c'est le coucher du soleil. Et là, j'adore quand justement je te parlais de ces choses qui m'échappent et que non mais vas-y, t'inquiète, je remonte encore une fois, vas-y, on va le refaire comme ça. Allez, c'est pas grave, je le refais. Ça, j'adore ça, tu vois. Et donc le conseil, je dirais, c'est ça, c'est traiter les autres comme vous voudriez être traités, parce que ben dans ce milieu-là, la réputation fait tout. Ça prend des années de se faire une réputation, ça se détruit en 2 secondes. Donc j'allais dire, bah si vous êtes une personne cool, bah les gens ils auront envie de shooter avec vous. Les industries du tourisme et des sports outdoor, particulièrement en montagne, elles ont énormément évolué ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces évolutions et comment tu vois le futur ? La chose qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est le réchauffement climatique. J'habite au cœur des Alpes, je shoote beaucoup de neige l'hiver, donc nous on est vraiment des témoins privilégiés de ça. Il y a moins de neige, il y a moins de jours de poudreuse, il y a moins de jours pour faire rêver les gens et faire les productions, les shoots. C'est plus compliqué chaque année. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué de le voir de mes yeux, à quel point effectivement ça s'accélère. Je me rappelle quand moi je suis tombé, justement passionné des montagnes et que je suis tombé dans la photo, c'était dans les années 2000. Et je me rappelle les premières saisons, mais je me rappelle d'avoir été bloqué plusieurs fois parce qu'il y avait trop de neige, tu vois. C'était on fermait les routes, on fermait les télésièges, etc. Bah ça arrive de moins en moins, ça. Je me rappelle pas la dernière fois que ça arrivait. Donc ça, il y a ça. Vraiment les préoccupations environnementales, d'un point de vue plutôt industriel, justement, ça va avec. Je pense que tout le monde a une volonté d'être un peu plus éco-responsable. C'est normal. On est acteur de notre milieu, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dehors, donc c'est à nous aussi d'être respectueux et puis de véhiculer ces valeurs-là. Donc ça, je le sens vraiment de plus en plus. C'est une demande régulière qu'on demande auprès des clients, d'avoir les bonnes pratiques pour shooter et puis surtout de montrer les valeurs de la marque sous le meilleur jour. Enfin, la crise économique, parce que j'allais dire, on est vraiment, pour moi, on le sent vraiment, que c'est plus dur d'année en année, j'allais dire, ça nous impacte nous forcément, dans l'outdoor et on n'est pas le premier maillon de la chaîne en termes de dépenses, tu vois. C'était intéressant de voir après le Covid à quel point les gens ont eu soif justement d'aller dehors, de re-shooter, etc. Donc ça c'était génial, on n'avait pas du tout prévu, mais du coup il y a plein de gens qui sont félicités parce qu'il y a des secteurs comme le vélo, comme d'autres trucs qui ont explosé, et puis donc nous producteurs d'images forcément on avait pas mal de commandes là-dedans aussi, donc ça c'était assez sympa parce que on s'est tous posé des questions, tu sais, au moment du Covid et du lockdown, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire le métier que je fais, etc. Donc la réponse clairement est oui, mais dans le même temps, clairement il y a moins de budget à tous les niveaux, quoi. Après, ce qui m'a marqué aussi sur l'évolution des 10 dernières années, c'est l'importance qu'a pris la vidéo, tu vois, sur les budgets, sur la répartition. Moi, je shoot tout le temps avec des filmeurs quasiment. C'est rare. Alors, ça arrive, mais c'est rare que j'ai des shoots 100% photo. J'allais dire, 6 shoots sur 10, on fait des films en même temps, en général. Alors, en même temps, ça peut être, ça dépend de chaque shoot, mais en tout cas, t'es avec les équipes vidéo, c'est prévu au niveau de la production. Et clairement, au niveau des budgets, les films a pris de plus en plus d'importance. Donc on m'a souvent demandé, moi, si j'allais basculer là-dessus, mais je suis vraiment photographe d'âme. J'aime mon métier, même s'il y a peut-être moins de budget qu'avant, il y a encore de quoi faire, il y a encore de quoi s'exprimer. J'adore la vidéo, et puis comme je passe mon temps justement avec des vidéastes et des filmmakers, c'est pareil, on travaille pas forcément de la même manière, donc c'est pareil dans la bienveillance, bien comprendre ce que l'autre a besoin pour arriver chacun à ramener les shots. Et puis enfin, j'allais dire qu'est-ce qui m'a marqué aussi, là ces dernières années, le plus gros truc qui me marque, et là c'est un truc de fou et on sait pas du tout encore à quel point ça va impacter tout ça, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Là, on se pose des questions. Alors moi, j'ai pas l'impression du tout pour l'instant de mon métier soit en danger. J'ai toujours plein de commandes pour l'instant, mais j'ai déjà plein d'outils. Je travaille déjà plus pareil. On a plein d'outils qui sont à notre portée, qui permettent de faire évoluer les images. Et puis, si tu me demandes comment je vois le futur, bah là, c'est gros point d'interrogation. Je n'en ai aucune idée. Alors, je pense, ça c'est un point commun de la profession. On doit être adaptable. C'est-à-dire que là, sur les 18 dernières années qui sont passées, c'est jamais la même façon de faire, c'est jamais les mêmes pratiques, c'est jamais le même business. Donc clairement, c'est une évolution perpétuelle. Il faut s'adapter à ton environnement. J'ai un collègue photographe qui me dit ça il y a quelques jours et j'ai trouvé ça l'anecdote assez marrante. Il a dit mais en fait on est des cafards nous. On survit à tout, on s'adapte. Alors l'image est peut-être pas très belle, mais j'aimais le côté que finalement tu dois t'adapter, t'as pas le choix. Et donc on s'adapte. Et je pense que je suis plutôt positif, donc je pense que l'intelligence artificielle va certainement secouer pas mal la façon dont on fait des images, mais on s'adaptera, ça sera des outils supplémentaires et on s'en servira pour avancer, quoi. Bon Tristan, t'es officiellement mon cafard préféré. Merci beaucoup Tristan Chou, le Béchu, photographe professionnel, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que la photographie professionnelle, c'est comme un iceberg. Le clic sur le bouton dure quelques millisecondes, mais la pré- et la post-production prend des heures. Le deuxième point, c'est qu'une photo, c'est pas le seul travail du photographe. En fait, c'est un travail collectif où la communication entre les protagonistes est primordiale. Le troisième point, traitez les autres avec bienveillance et comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Et enfin, le dernier point, ça prend des années de se construire une réputation et ça prend le temps d'un clic sur un appareil photo pour la détruire. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.